Et bonsoir tout le monde, merci à YamDesty du follow et de rejoindre la famille des illumineurs et des illumineuses. J'espère que vous avez passé donc une bonne semaine, un bon week-end, ou une bonne heure, hein, pour ceux que j'ai vu il y a environ une heure, voilà, tout simplement, où on a fait quelques petites games bien sympathiques. Hop, j'ai juste regardé un petit truc au niveau du son. Par l'occasion, j'ai pas vérifié. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. J'espère que vous avez toutes et tous kiffé votre Lorca Week. Aujourd'hui, encore une fois, comme tout mal de temps, hein, j'espère qu'un jour je ne serai pas tout seul. Enfin, tout seul en animation. Sûrement que vous êtes là. Mais, Miss reviendra. C'est un jour, voilà, c'est pas grave. J'ai de quoi encore vous sustenter sur pas mal de news, surtout. Je vous rappelle le concept, un petit talk show et Lorcana qui va vous permettre de parler de tout et de n'importe quoi autour de Lorcana, le TCG Disney. Et par l'occasion, coucou Roxaruki, Evixi et Kelisha, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on perd pas plus de temps, on part pour ma chronique. Les Lorca News. Les Lorca News, je ne sais pas si vous êtes au courant. Je sais pas du tout si vous êtes au courant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous y avez été. Tout simplement, en tant que joueur, en tant que joueuse, en tant que simple visiteur. Mais est-ce que vous êtes allé à Lille? Ça m'intéresse de savoir si vous y étiez à Lille. Exactement, YamDesty. Est-ce que vous y êtes allé? Si oui, avec quel deck? Si vous êtes allé juste en tant que visiteur, est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez rencontré pas mal de monde? C'est cool. Et si vous avez joué, c'est surtout avec quel deck? Et par la même occasion, quel résultat vous avez fait? Ça peut être intéressant de voir à peu près ce que vous avez fait. Parce que je vais pas rentrer dans les détails round par round, etc. Je pense qu'il y aura pas mal d'autres chaînes qui vont parler. Bon, non plus, j'étais pas à YamDesty. De toute façon, j'avais pas le time. Voilà, la joie. Heureusement que j'avais pas pris de billets ni rien, parce que franchement, j'aurais dépensé 1000 € à peu près pour finalement ne pas y aller. Merci les imprévus. Mais en tout cas, on va parler avec Violet Gris à gros budget. J'ai fait 963e. C'est cool ça, Kelisha, bravo, j'ai à toi. Violet Gris, pas mal. Pas mal. Alors je vous rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, Lille, donc gros tournoi, 2000 personnes. Des Américains, tout ça, pas mal de problèmes lors de l'ouverture, la première ouverture pour les inscriptions. Et certes, c'était premier tournoi techniquement après la sortie du 7.4. Cependant, justement, comme il y avait une semaine seulement entre la sortie 7.4 et le gros tournoi de Lille, Ravensburger s'est dit, contrairement justement au Festival de Cannes, au FIGE, que on va laisser un peu plus de temps aux joueurs et aux joueuses pour récupérer les cartes. Et ce qui fait que pour Lille, vous n'aviez la possibilité que de jouer des cartes du set 1, du set 2 et du set 3. Et pas des cartes du set 4 dont on avait parlé la semaine dernière. C'est la première moitié du classement, donc je suis content. Bah ouais, j'imagine. Oui, exactement, YamDesty, la sortie est le 31 officiellement, je suis totalement d'accord. Mais bon, avec justement les tournois de ligue, etc., c'est toujours le petit flou de 15 jours à peu près. Mais écoute, moi, de toute façon, moi, je suis là principalement pour jouer. Pas pour forcément m'énerver à prendre des games, etc., comme tu peux le voir. Moi, je suis là plus pour principalement kiffer mes games. Mais en tout cas, quelqu'un qui kiffe ses games, en tout cas ses victoires, c'est notre champion de Lille, qui est Karsten Frank, qui est du Pays-Bas, donc petit Karsten Frank. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ce petit Gus qui a donc récupéré la carte collector de Mickey, est assez connu du monde de Magic the Gathering. Donc vous avez une partie du CV de Karsten Frank qui se trouve ici d'affiché, donc je vais en parler juste après. Vous pouvez le retrouver directement sur sa page Wikipédia, parce que monsieur a une page Wikipédia rien qu'à lui, alors en anglais. Et donc j'ai un peu parlé de son palmarès. Donc il a commencé la scène compétitive de Magic the Gathering, donc Magic tout simplement, avec le national, format standard et draft de Pays-Bas. Déjà 2000. Et il a été seulement 5ème, un premier tournoi, allez hop, je fais 5ème. Alors que bon, Magic the Gathering, ça fait quand même à peu près 10 ans. Donc je trouve que déjà, on voit vers quoi on va devoir affronter quand on le voit, hein, voilà. Ah, j'imagine que la carte était magnifique, Keisha. L'année d'après, format limité, au Grand Prix de Cologne, 6ème, et au National, 3ème, donc il step up le petit.
Puis au Masters à Osaka, en team cette fois-ci, bon, 3ème en 2002. En 2005, Grand Prix à Mexico City et à Salt Lake City, donc en format bloc construit. Là, un peu plus de mal, hein, 5ème et 3ème, mais là, en 2005, Karsten Frank est allé aux Worlds à Yokohama, en format standard et draft. Et il n'a seulement été que 2ème, hein, franchement que 2ème aux Worlds de Magic the Gathering en 2005. Franchement, peut mieux faire, hein, Karsten Frank, hein, franchement, peut mieux faire. Entre 2005 et 2008, voilà, il enchaîne tout ce qui est nationaux, Grand Prix, tout ça, avec pas non plus de gros résultats comme justement celui que je viens de citer. Mais en tout cas, dernier gros format, enfin après, il a surtout été connu entre 2008, enfin vers le 2008 à peu près, avec les Worlds de Memphis et de Tennessee, donc en format standard. Et là, il a par contre une baisse de régime, il a été 7ème. Puis 2016, Grand Prix Rotterdam. Voilà. 2ème. Voilà. Petit résultat, hein, bien sympathique. Et bon, maintenant, bah, sur sa page Wikipédia, bah, joueur Lorcana, premier au Lorcana Challenge. Voilà, c'est pas mal. Petit monsieur du milieu du TCG. Mais Karsten Frank, qui est-il? Eh ben, c'est quelqu'un qui est né en 84. Plus vieux que moi. Vous vous rendez compte? Plus vieux que moi. Alors là, je vous donne des informations, je ne sais pas du tout ce que je raconte, mais c'est marrant. Apparemment, il a gagné, donc c'est un joueur pro de Magic the Gathering, il a gagné en tout 204 853 $ américains. Comment dire? Il y a de l'argent sur ce monsieur. Et au niveau, à son niveau, parce qu'ils ont un échelonnage au niveau de Magic the Gathering, le Planeswalker level, il est 50. Alors je sais pas du tout si c'est bien, si c'est nul. Je présume que c'est bien, parce que 50 c'est pas dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Donc en vrai, pour ceux qui connaissent Magic the Gathering et toutes les informations que je donne, ça m'intéresse justement que vous me les donniez en commentaire ou même directement dans le chat Twitch, pour que je puisse un peu mieux comprendre, parce que j'ai l'impression de parler chinois. Déjà que je parle anglais là, mais bon, voilà. Donc est-ce que c'était étonnant que ce monsieur gagne à Lorcana? Je pense pas. Bon, elle aurait pu ne pas venir, hein, Lorcana, il aurait pu rester à Magic. Hein. Bon, en tout cas, quel était son deck? Parce que bah forcément, on a eu sa decklist, c'était un deck Steelsong aggro, donc ambre, acier, jaune, gris, dont vous avez la decklist d'afficher juste là. Alors, je vais pas les citer une par une, faire les effets comme moi je fais une decklist, mais en vrai, on va surtout éplucher un peu ce qu'il y a dedans. Puisque, en effet, tout d'abord, il a 12 starters, ce qui est à peu près le nombre maximal conseillé. Hein. Il en faut 8, 12, voilà. Mais ouais, j'imagine que le niveau des Worlds est vraiment énorme. Et je suis d'accord avec toi, Ayem, hein, il est classique, bon, sauf un petit détail, mais en vrai, je trouve que c'est bien d'éplucher pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude des decklists, donc comme ça permet de voir à peu près comment ça se passe. Donc, comme le but, ça va être de chanter les chansons, vous avez en starter, bah forcément, Cendrillon, qui est le meilleur des starters. Vous allez avoir aussi la reine jaune à 1, parce que bah forcément Floodborn est donc chanson facile. Et aussi le petit Robin, bon, pour des raisons qui lui sont propres, hein, tout simplement le Robin, quoi. Donc voilà, 8-12 starters, c'est à peu près le ratio qu'il vous faut. Et nous avons quoi? Eh bien, nous avons 18 chansons. C'est pour ça qu'on appelle ça le Steelsong, c'est parce qu'il y a 18 chansons. Hein. Il en faut pas trop, Perdu dans l'hiver, Plus ardent que le feu des volcans, Quand soudain sur Zeus, Ce rêve bleu, Tuons la bête. Ça fait un bon gros pactole. Donc, j'ai même pas regardé combien il y avait de non ancrables. Ça peut être intéressant de savoir le nombre de non ancrables. Mais en vrai, il y en a quoi? Il y en a 4, 6... 10, il y en a 13, il y en a 15. Bon, ce qui est un peu short quand même, mais en vrai, comme il n'y a pas de carte non ancrable que vous allez pouvoir utiliser très rapidement, en vrai, c'est pas si déconnant. Voilà, je vous rappelle, hein, la limite, c'est principalement 12 à peu près. 15, bon, vous flirtez un peu avec le danger, mais en vrai, c'est pas très dérangeant. 15, vous allez voir que justement, c'est pas très dérangeant, vu que les grosses cartes non ancrables qui vont vous empêcher de jouer, eh bien, vous allez jouer en peu d'exemplaires, et surtout, vous allez jouer des petites cartes pas très chères, qui peuvent être chantées facilement. Nous avons par contre 3 one-off. Alors pourquoi 3 one-off et quelles sont-elles? Nous avons Benja en one-off tout d'abord. Et bien Benja, c'est tout simplement pour gérer les objets, qui sera très certainement remplacé au set 4 par notre cher Aladdin Floodborn, dont on parlera juste après. Nous avons aussi la Cendrillon Alter à 1. Alors pourquoi 1? Parce que tout simplement il n'a pas de petite Cendrillon, donc ça va être difficile à jouer, donc il va être là principalement pour le grand game, mais c'est pas obligatoire. Et je trouve que c'est un bon choix au niveau de Cendrillon, pas Cendrillon, Fée Clochette, je veux dire Fée Géante. En vrai, c'est un bon choix de la mettre en une fois. C'est pas Cendrillon, Cendrillon la joue en x3. Et alors,
Il en faut pour être heureux, il la joue qu'en une fois. Alors pourquoi la jouer en une seule fois? Parce que c'est une chanson à 2, en crabe, tout ça. Je vous rappelle que cette carte-là vous permet certes de regarder la main de l'adversaire, si je dis pas de bêtises, et de défausser en tout cas une carte non personnage. Le problème étant qu'actuellement, beaucoup de decks ont beaucoup de cartes personnages. Ce qui fait que quand vous allez le faire, souvent, eh bien, ça sera dans le vide. Mis à part avoir des informations. Donc en vrai, il en faut beaucoup pour être heureux, c'est pour ça qu'il va le jouer en x1. Très certainement remplacé par d'autres chansons dans le set 4. Je vois pas spécialement, parce que le Silk Song, je suis pas un expert, surtout avec le set 4, mais en vrai, elle pourra très certainement être remplacée. À voir à l'avenir. Et nous avons donc 2 flûtes, comme tu disais, IM, c'est classique. Bon après, la flûte, c'est pas non plus déconnant. Pourquoi est-ce qu'il joue 2 flûtes? Alors déjà c'est non ancrable, mais surtout c'est pas non plus déconnant de jouer là-dedans, puisque ça va être du draw power quand vous allez avoir chanté une chanson. Donc si il sent justement que eh bien, le deck ne pioche pas assez, eh bien si vous jouez jaune et que vous jouez des chansons, eh bien jouez cette carte, elle est vraiment pas mal. D'ailleurs peut-être le jouer dans mon deck princesse, en vrai. Mon princesse jaune-rouge, même si j'aime pas du tout l'objet, je trouve que l'artwork qui est... Ah, il est sympa, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. C'est un petit objet assez sympathique au niveau de la draw. 2, pourquoi 2? Parce que vous allez vouloir, si vous galérez au niveau de la pioche, vous en voulez assez, hein, forcément rapidement. Mais vous n'allez pas en vouloir 150, puisque malheureusement, vous n'allez pas vouloir faire que piocher, quoi. Donc en vrai, la flûte, voilà, 2 c'est un bon ratio, 2, 3, bon 3 ça devient lourd. Surtout que c'est non ancrable. Ce serait ancrable, 3, voilà, c'est un... C'est pas mal. Un split, une moitié mélangée. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Ayam. Donc, après voilà, le but c'est que quand vous regardez les ratios, vous voyez qu'en gros il y a pas mal... En gros c'est vraiment les ratios de 12 starters, 18 chansons, les chansons après vous faites un peu comme vous voulez, mais malheureusement il y a certaines chansons que vous pouvez pas éviter. Les 2 consos d'un 122 c'est normal que vous en faites 2. 4 sur Rêve Bleu c'est normal aussi, vous n'allez pas en jouer moins, parce que c'est une excellente chanson, et ce n'est pas reconnu, encore une fois. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est... Je sais pas ce que vous en pensez, franchement une deck list très convenable. En plus de ça, un petit porciné pirate aux premières lignes, qui a été joué en 3 fois. Tout comme le Monsieur Mouche, Monsieur Mouche qui est une carte assez classique dans le deck gris actuellement. Puisque du quête à 2, 3 de force, c'est pas mal pour gérer les lieux, pour quitter rapidement. Bon, même s'il est géré facilement, c'est vraiment bien pour justement la prolongation au niveau des games et gérer les decks qui peuvent être très pénibles. Mais voilà! Voilà en tout cas pour ce qui est de l'île. Et maintenant, passons au nerf de la guerre qui est le 7-4. Le 7-4. Donc, on va commencer par une chose un peu intéressante qui va être le prix. Le prix des légendaires, en tout cas pour les collectionneurs. Et aussi pour les joueurs potentiellement, parce que les légendaires sont souvent les cartes les plus intéressantes. Voici donc le prix des cartes légendaires du 7-4. Lundi dernier, donc nous avons eu Cendrillon en jaune qui est Méloman 7, qui donne du heure supplémentaire à chacune de vos autres princesses, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, je sais plus si c'est princesse ou personnage, parce que comme je joue dans un deck princesse, voilà. Les deux c'est la même chose. Donc elle était à 8 €, tout comme Yensid, franchement ça va, on a pareil le Mickey Mousquetaire 7 €, Hades 7 €, la Reine 8 €, le canard, merci c'est bien princesse à MDC, le canard Donald Duck Boucanier il était à 8 €, et en moins cher nous avions donc le Roi Triton, le... Champion de l'Atlantide, voilà, c'est ça sa version. Et le Piglet, donc le porciné à 5 €. Au niveau, après, des plus chers, nous avons donc Sissou qui était à 10 € la semaine dernière. 15 € la Mulan Floodborn. 25 € la Ursula Floodborn. Et Diablo à 40 €. Ça fait cher pour la collection. Et maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il? Hop, c'est pas dans le bon sens, c'est dans le sens. Eh bien, nous avons eu pas mal de baisses de prix. Nous avons Cendrillon qui est passé de 8 à 7. Nous avons eu Mulan de 15 à 14. Le Boucanier, il est passé donc de 8 à 5. Le Mickey est passé à 6. Hades est passé à 6. Hein, c'est les premiers prix que vous pouvez avoir. Ursula est arrivé à 20 €. Par contre, nous avons eu 2 hausses. Bon, Diablo qui est passé de 40 à 44. Pas énorme, hein, la différence. Par contre, retournons sur la slide précédente. Pour la Sissou. Elle était à 10 € la semaine dernière. Et actuellement, elle est passée à 32 €. Alors là, je parle des cartes version non foil, hein, des cartes non brillantes. Et non enchantées, bien évidemment, ce serait encore différent. Et après, les autres ne sont pas changés.
Je pense aussi vous êtes plus au niveau justement de achat, revente, etc. de cartes. Il aurait fallu justement miser sur la Sisu. Parce que la Sisu va faire pas mal de mal. Et Diablo, bon, voilà, pour le moment, j'en parlerai pas, parce que ça va être la prochaine sous-chronique des Lorca News. Donc voilà au niveau des prix. Le Yen Seed, voilà, 8 euros, ça fait cher pour le deck balai quand même, on va pas se mentir. Bon, après, si vous achetez le deck, enfin le paquet Ursula, la quête des millénaires, au moins vous en avez un, déjà. Et en règle générale, je vous conseille de jouer en x2, voire x1. Parce que malheureusement, il faut 2 balais pour faire son effet. Pour le moment, je joue en x2, mais à voir. Et voilà, en tout cas, au niveau du prix. Oui, on est tous, à peu près, je pense, tous d'accord pour les joueurs balais, c'est qu'en x2, le Yen Seed est pas mal, il est vraiment pas mal. Et maintenant, les nouvelles haltères, puisque le 7-4, eh bien, joue autour d'une nouvelle mécanique des haltères. Il y en a qui vont avoir des haltères 4, des haltères 5, etc. Mais nous avons eu quelques nouvelles haltères. Et donc, on va les éplucher, on va un peu les évaluer, comme nous avions fait pour le 7-3, pour les lieux. Et donc là, je vous invite à discuter, échanger, que ce soit dans le chat, mais aussi en commentaire, puisque ça va être important de pouvoir jauger, puisque ça va potentiellement aussi changer le prix des cartes, potentiellement. Petit Diablo. J'aimerais bien en avoir quand même pour la collection, ça serait gentil. Mais bon, j'attendrai quelques années, c'est pas grave. Mais en vrai, on va surtout voir à peu près ce qui peut être intéressant à acheter à l'heure actuelle. Et à avoir en playset ou en double playset, surtout si vous jouez ces couleurs. Tout d'abord, passons à la Ursula Floodborn. La Ursula Floodborn, donc elle a alter défausser une carte chanson. Voilà, donc en gros, vous allez défausser une carte chanson et vous allez pouvoir la jouer sur une carte Ursula. Cette carte-là, quels vont être ses avantages, ses points forts, ses atouts? Eh bien, voilà. L'avantage, c'est que en effet, vous allez pouvoir faire défausser une carte de l'adversaire. Ce qui est pas non plus déconnant comme effet. Franchement, c'est pas mal, hein, franchement, comme faire défausser des cartes de l'adversaire, c'est vraiment bien. Surtout que d'ailleurs, justement, je vais remonter mon deck jaune vert défausse. Elle a toute sa place. Je l'ai qu'une seule fois, elle aura pas sa place. Voilà. Elle qui est à 2. Qui était à 2, c'est pas mauvais. C'est clairement pas mauvais. 4 de volonté, c'est pas mal, hein, ça se fait difficilement gérer, hein. Il y a quelques cartes certes qui vont la gérer facilement, mais en vrai la Ursula 4 de volonté, c'est pas mal. Faible coût, hein, 4 de coût pour la jouer sans alter, donc c'est plutôt pas mal. En plus de cela, elle combatte autour de la mécanique de princesse et des chansons, donc en vrai c'est vraiment bien, hein, puisqu'elle a la classification princesse et elle tourne autour des fonctions chansons. Donc en vrai, why not, hein, why not. Moi j'aime beaucoup cette carte, en plus de ça c'est un tour qui est magnifique. Par contre elle a quelques points faibles, hein. Toutes les cartes que je vais citer forcément ont des points faibles. Tout d'abord, elle est non ancrable. Toute carte non ancrable, ça coûte pas, hein. Ah, c'est un point faible, c'est un point faible. Alors imaginez, hein, une carte qui coûte 10 et non ancrable, mamma, le point faible est monstrueux. Elle a une faible attaque, bon après c'est pas son intérêt, hein, d'attaquer, donc bon c'est un point faible certes, mais dans certaines situations ça peut être intéressant d'attaquer avec Ursula. Et c'est tout, ce qui vaut quand même un 8 sur 10 selon moi, je sais pas pour vous quelle est la note que vous donneriez, mais je pense qu'un petit 8 sur 10 c'est ce qui lui vaut. Franchement c'est une très bonne carte, pour mettre en l'honneur justement Ursula, en plus de ça on se rappelle, c'est vraiment Ursula qui est mise en avant, donc je trouve que c'est un bon travail. J'évalue pas le dessin parce que sinon bah, bien évidemment les notes vont un petit peu changer de tout ça, mais je pense qu'au niveau de la mécanique elle est dans le top tier, hein, des meilleures cartes, hein. Alors cette carte là malheureusement j'ai une mauvaise qualité parce que forcément quand j'ai préparé, hop si tu veux je vais l'agrandir, c'est celle-là. Hop, malheureusement j'ai une mauvaise qualité, puisque en vrai voilà, j'ai eu problème de mise à jour au niveau de l'application, hein, on le sait très bien, et donc cette chronique là j'ai faite assez tôt, parce que malheureusement avec mon travail j'ai pas mal de soucis. Exactement, oui, non mais c'est ça, c'est pour le coup, sans son alter ça va, c'est du 4 non ancrable, ça va, c'est pas, il y a bien pire, comme alter. Donc je vais les agrandir pour tout le monde à la fin, pour justement faire un petit bilan. Donc on va partir sur l'autre alter qui est Flotsam et Jetsam. Flotsam et Jetsam, je sais pas si pour votre côté, eh bien ça fait parler de lui, mais en vrai de notre côté ça fait parler de lui. Puisque Flotsam et Jetsam n'a pas le point fort. Il est ancrable, déjà c'est pas mal. 2 de l'or, c'est tout aussi bien. 5 de volonté, 5 de force. 3 noms, hein, puisque ça prend le nom Flotsam, ça prend le nom Jetsam, et ça prend le nom Flotsam et Jetsam. Donc en vrai, c'est pas si mauvais au niveau de toute la mécanique. Malheureusement, ça manque d'un petit effet supplémentaire, mis à part le fait de prendre 3 noms en tout.
À côté de cela, malheureusement, pas mal de points faibles. En plus de ça, bon, au niveau des points forts, j'ai pas précisé que bien évidemment, ça marche très bien dans le deck Flotsam et Jetsam. Mais bon, ça marche dans un seul deck. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas fait la note de Flotsam et Jetsam. Ah si, il est là. Donc le coût est assez élevé. Hein. Donc vous allez avoir 6 ancrables. Déjà, c'est un coût élevé. Mais en plus de cela, hop, l'alter est cher. Puisque c'est un alter défaussé de 2 cartes. Cher. C'est cher payé. Pas d'effet, comme je disais justement. Donc c'est quand même un point assez énorme. Ce qui fait que, bon, il est dans la moyenne. En vrai, je pense qu'il a du potentiel. Un petit 5 sur 10, c'est ce qui lui vaut. Voilà. Franchement, il y a pas mal de choses à faire, je pense, autour de lui. Ah voilà le petit Flotsam et Jetsam. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais violet pioche pas mal, je suis totalement d'accord avec toi, c'est pour ça que... Bon, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il vaut un 5 sur 10. C'est que bon, il est cher. Après, à voir comment ça va donner. Après, j'avoue que pour moi, c'est entre un 5 et un 6. Parce qu'en vrai, bon, après, il fallait que je classe. Et j'aime pas trop mettre des notes en dessous de la moyenne. J'étais un prof, hein, mais bon, j'aimais pas mettre en dessous de la moyenne. Moralement. Mais après, ce Flotsam et Jetsam, je trouve qu'il a pas mal de potentiel. Franchement, c'est... Et encore, tu dis sur 2 cartes, mais bon... Évidemment sur 3 cartes différentes. Hein. Puisque sur Flotsam, sur Jetsam et sur Flotsam et Jetsam. Parce que potentiellement, les Flotsam et Jetsam, on n'en aura pas qu'un seul. Et je pense qu'ils auront tous cette faculté-là d'avoir les deux noms. Donc, à moins que ce soit l'unique carte Flotsam et Jetsam qu'on aura. Mais bon. En vrai, c'est... Je pense que Flotsam et Jetsam a pas mal de potentiel à voir sur l'avenir. Sachant que j'aimerais beaucoup un deck Flotsam et Jetsam, c'est mon kiff. Je trouve que les mécaniques se marchent assez bien. Et donc passons donc à la carte la plus chère du set. En dehors des enchantés, Diablo. Diablo, quels sont les points forts et quels sont les points faibles? Les points forts, il est insaisissable. Déjà, c'est un petit coquin. Effet de pioche supplémentaire, c'est très bon, hein, la pioche pour vert en plus. Coup faible, puisque c'est 3, mais en point faible, non ancrable, un alter moyen, puisque vous allez devoir défausser une carte, si je dis pas de bêtises, ou une carte action. Ça va être plus une carte d'action d'ailleurs. Une faible volonté, il a 2 de volonté, donc c'est bien qu'il soit insaisissable. Il a pas hors d'atteinte, et donc il peut se prendre pas mal d'effets indirects. Enfin, de dommages d'effets indirects, donc c'est un peu dommage. Et il a un faible lore, il 4 QA1. Ce petit Diablo, qu'est-ce qu'il... Il a une faible force, j'ai oublié de le préciser. Je vais donner une note de 7 sur 10. En vrai, je trouve que beaucoup de gens le surestiment. Après, la rareté fait ainsi que, hein, c'est bien évidemment. Mais oui, c'est une carte d'action qu'il faut défausser. Je trouve que Diablo sur les alters... Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il est quand même un peu plus au-dessus qu'un 5 ou autre chose. Mais le fait qu'ils se prennent pas mal de baboum, etc. Moi, je me rappelle très bien, hein, quand sur un Zeus, par exemple, je le mets souvent sur des cartes chiantes d'insaisissables. Hein. Pour moi, en vrai, vert, l'avantage, c'est que... Pourquoi est-ce qu'il a une aussi grosse note et pas non plus une trop grosse note? C'est que c'est un très bon compteur pour vert contre violet-rouge. Ce violet-rouge, le problème étant qu'il va piocher beaucoup. Et bah Diablo va justement gérer cette pioche, et comme violet-rouge, bah il va un peu galérer. Je trouve que Diablo est très bon pour contrer violet-rouge. Par contre, pour du jaune-gris par exemple, je pense que bah, Diablo sera très mauvais par contre. Puisque bah, jaune-gris va avoir pas mal de gestion, un peu ça dans jaune et dans gris, il y a pas mal d'insaisissables. Donc je trouve que... Ah, Diablo, je trouve qu'il est un peu surestimé. Je dis pas qu'il mérite pas ses 40 €, je trouve qu'il mériterait quand même un peu moins. Je dis pas qu'il mérite 5 € non plus. Si vous voulez me le vendre à 5 €, je dis pas non. Hein. Clairement. Mais en vrai, Diablo, bon, après l'artwork, je pense qu'il fait aussi le truc. Mais le prix fait aussi que la légendaire, plus l'effet, plus machin, c'est pour ça qu'il a 40 €. C'est pas, là, quand je dis 7 sur 10, c'est sans compter aussi la rareté, tout ça. Hein. C'est clairement, on s'en moque de la rareté. Avec la rareté, bien évidemment, on aurait des notes différentes. Mais par exemple, plus chiant à récupérer, plus cher, tout ça. C'est aussi pour ça qu'il mérite ce genre à 7,5 et il est un peu plus bas, c'est peut-être à cause de ça. Hein. C'est plus comme ça que j'ai vu. Allez, passons à rouge, on va passer à Li Shang. Li Shang, quels sont les points forts et quels sont les points faibles de Li Shang? Bah là encore, hein, on va parler du coup, etc. Donc il est en crabe, c'est très fort. Une force correcte, il a 3 de force, un effet correct, donc vos personnages qui ont 4 de force ou plus vont quitter à 1 de plus. Ça peut être intéressant dans un certain deck. En vrai, j'aimerais bien monter un deck autour de Li Shang, ça peut être pas mal. Cette versatilité de partir à l'aventure ou fracasser la figure de l'adversaire, ça peut être pas mal. Un faible coup, hein, donc 3,
En plus de ça, c'est pas mal. Et un alter, entre guillemets, facile, puisque vous avez juste à défausser une carte personnage. Comme on a dit tout à l'heure, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes personnages sont majoritairement présentes dans la méta actuelle. Il n'y a pas de deck full chanson, full objet, full lieu. Il y a toujours des personnages qui sont là. Donc, exactement, IM dans le deck agressif Mulan, il peut être très très fort. Moi, j'aime bien ta deck list, IM. Et je trouve que Li Shang, bien que ce soit une uncommon, je trouve que c'est une très bonne carte au niveau de ses points forts. Hein. Je trouve qu'il est très bien équilibré au niveau des points forts. Par contre, au niveau des points faibles, forcément il y a des points faibles, hein, on va pas se mentir. Ah, une faible volonté, et c'est un rouge. Oui, je me doute qu'il est pas complet, mais t'inquiète. Mais au pire des cas, tu me fais un screenshot d'une decklist sur Dream machin. Dreamer Canal, je sais jamais le nom complet. Donc il y a une faible volonté, c'est rouge, 2 de volonté, pour 3 de force, c'est quand même assez honteux hein, pour du rouge, pour du rubis. Faible lore, il cadre que à 1, et bon bah voilà. Parce que je trouve qu'il peut être fort, mais bon, ce petit Li Shang a un peu plus de potentiel que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais pour le 5 là, mais bon. En vrai, je trouve que le 6 sur 10, mais c'est assez mérité. Encore, hein, en gros, il a la médaille d'argent, hein, c'est pas mal. Mais ils sont pas tous là à avoir la médaille d'argent. Mais je trouve que Li Shang a pas mal de potentiel, et je trouve que les mécaniques sont vachement intéressantes. Et encore une fois, l'alter est pas mal. Alors bien évidemment, je prends pas en considération l'existence ou non de Li Shang, etc., de personnages à petit coût. Mais en vrai, de toute façon, Li Shang a une version assez petite qui coûte pas très cher, contrairement à d'autres. Mais parce que forcément, ça peut être intéressant pour l'avenir, genre le 7-5, le 7-8, etc. Donc, je prends un minimum en considération, mais en vrai, tous les floatballs qu'on avait étaient un minimum intéressantes au niveau des personnages de base qu'on pouvait faire par-dessus. Allez, passons à Olaf. Olaf. Je suis excessivement déçu de ce Olaf. Hein. Enfin, l'alter bleu, je l'ai attendu. Et on a eu Olaf. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut dire de Olaf? Les points forts. Il est ancrable. C'est pas mal. Faible coût. Ouais, il est mignon. Oui, mais on note pas le côté mignon, Roxa, ok. 4 de volonté, c'est pas mal en vrai. Et coucou, Squalfelin, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi dans la communauté. Enfin, pas dans la communauté pour le moment, en tout cas sur le live. Je suis arrivé fatigué un peu. 4 de volonté, ce qui est pas mal en vrai, 4 de volonté pour un 3 en crabe, c'est pas mal. 2 de l'or, c'est vraiment bien. Nous avons un effet qui est mieux que soutien, puisque quand il part l'aventure, vous lui faites gagner. Enfin, vous faites gagner sa force à tous vos autres personnages et pas uniquement à un personnage, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous allez avoir potentiellement du jaune-bleu qui peut profiter de cet effet-là. Genre par exemple, vous allez avoir la méchante reine qui part à l'aventure, qui a boosté de 4 Olaf, Olaf qui part à l'aventure, qui va booster tous vos autres personnages de 5, et ainsi de suite. Donc, en vrai, Olaf, potentiel assez élevé hein, au niveau du deck soutien, mais je suis pas un grand fan de soutien, donc en plus de ça, vous avez boosté les soutiens qui vont après se rebooster. Je trouve que Olaf, pas mal. Par contre, point faible, bah faible force, c'est dommage, donc c'est le fait que vous êtes obligé de jouer avec des cartes qui vont booster pour vraiment profiter un maximum de Olaf, ou dans un deck soutien, justement comme dans le deck de Alice. Vous allez avoir un alter qui est un peu moyen, puisqu'il va falloir défausser une carte objet. Alors franchement... Les decks objets, vous n'avez pas spécialement envie de les défausser. En plus, dans bleu, les objets encore moins. Vaut mieux les jouer. En vrai, ouais, c'est un peu dommage. Ça aurait été... Bannissez un objet depuis le terrain, ça aurait été très fort par contre. Excessivement fort. Mais je trouve que défausser un objet... Oh, c'est cher. Bon, c'est un nom moyen parce qu'on n'a pas beaucoup de Olaf hein, pour le moment. Ça, par contre, c'est une pénalité assez grave de Olaf, mais... Non mais quand je dis une force élevée, c'est-à-dire une force de 2 par exemple, hein. Le 1 ça fait mal, hein. Le 1 est très pénalisant. Bon après ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 0, je suis d'accord. Mais en fait le Olaf c'est pour moi la première version de ce genre d'effet, et pour moi c'est un peu l'équivalent du AA jaune qu'on avait eu au set 1. Bah en fait le AA jaune pour ce genre d'effet là c'est le Olaf. Donc voilà. Je trouve que cette mécanique d'alter, je la trouve pas ouf. Hein, vraiment, je trouve que c'est la pire d'entre elles, en tout cas dans celle qu'on a vue jusque-là. Et pour moi, ça mérite un 4 sur 10. Ouais, je suis méchant, bam, la médaille de bronze. Médaille de bronze, Olaf. Bon, après, j'aime pas spécialement le personnage en plus de ça, mais bon, ça c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas mis un 5 mais un 4, mais... Je suis d'accord, ok, je suis totalement d'accord, mais bon... Je sais pas, c'est... En fait, je trouve que l'alter
l'effet d'alter, de défausser un objet, tout ça. Enfin, en gros, c'est l'ensemble qui est pas bon en fait. C'est pas. Là encore, sauf certains decks spécifiques. Hein. Il y a toujours des decks qui pourront profiter de l'effet. C'est pas parce que je note une carte, c'est de noter une carte sur la globalité de l'utilisation, hein, bien évidemment. Mais par exemple, Olaf va être joué que dans certains decks bleus, et même pas tous. Ils sont pas obligés de jouer Olaf, c'est. Oui, clairement, ce que fait là. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que tu n'as pas l'utiliser alter. Mais je trouve que la capacité alter, bah. En gros, c'est prendre de la ligne pour rien. Et de l'encre pour rien. C'est beau. Mais oui, après, Olaf, il a pas en dessous de 4 en fait. Hein, en fait, il mérite entre 4 et 5 lui aussi. Mais là encore, c'était pour éviter de mettre la même note que Jetson et Flotsam. Bon, je fais le choix de mettre sur 10. Et. Parce qu'il n'y a pas non plus 150 milliards de cartes. Donc c'est pour ça. Il pourrait mériter la moyenne, hein, clairement. Mais voilà. C'est la plus basse note en vrai. Puisque la dernière carte, ça va être le Aladdin. Le Aladdin, dont l'artwork est magnifique. Pas se mentir, que j'ai essayé d'être le plus objectif possible, mais je pense qu'il y a de la subjectivité derrière, quand même pour le Aladdin. Donc déjà, c'est ses points forts. Bon, déjà, c'est une très bonne couleur, hein, ainsi. Il est ancrable. Il a un faible coût, il coûte 3. C'est pas mal, 3 de volonté, 3 de force, c'est un 3-3-3, c'est très bien. Et il a un effet meilleur que Benja, puisque lui, quand vous partez à l'aventure, eh bien, vous allez pouvoir péter un objet. Contrairement à Benja, c'est quand vous le jouez. Donc je trouve que Aladdin va remplacer tout simplement Benja, tout simplement. Alors sauf si vous jouez un deck roi, reine, princesse, tout ça, bah dans ces cas, oui, forcément. Puisque ce Aladdin-là n'est que héros. Mais en vrai, je trouve que le Aladdin est excellent au niveau de ses points forts. Franchement, il est strong, il est fort sur son éléphant. Mais par contre, il a quand même des faiblesses. On va pas se mentir, il a des points faibles. Un alter cher, donc si vous voulez jouer en tant qu'alter, s'il va falloir défausser une carte lieu. Une carte lieu, ça va faire mal. Mais il a que ce point faible là. En plus de ça, défausser une carte lieu, ça peut fonctionner autour de Sheriff Nottingham, donc ça peut être très bien. Et c'est pour ça que je trouve que vu c'est lui qui a le moins de points faibles, c'est lui qui mérite donc le palmarès de la meilleure alter donc de l'ensemble de ce set 4. Donc voilà, je remets un peu plus gros, spécialement pour Roxy Rocky. Hop. Je vais juste le mettre au centre parce que ça me trigger sinon. C'est. Mais il peut se faire gérer avant de faire son effet. Je suis d'accord avec toi, Keisha. C'est comme le fameux Mickey avec. Versus Winnie. Hein, c'est le même genre de choses. C'est le genre de truc. Voilà. Mais l'avantage, c'est que contrairement à Mickey Winnie, c'est que lui, il est alter. Donc vous avez une possibilité annexe de le mettre en alter. En vrai, voilà, je suis d'accord avec toi, hein, il peut se faire gérer hors alter, donc... En plus de ça permet en alter d'avoir des chansons, bon après, toutes et tous, ça me permet de le faire principalement, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce qui fait un bilan au niveau de mon classement, en tout cas personnel, ça fait que le meilleur pour moi, donc c'est le Aladdin, la deuxième, ça va être Ursula, troisième, Diablo, et c'est pour ça que des fois, je comprends pas le 40 €. 30-35, je comprends un peu plus. La différence est minime, hein, je suis d'accord. Mais c'est exactement ça ce qu'elle fait là. C'est ça que. Il y a pas mal de decks qui vont, je pense, en profiter du Aladdin. Et je pense que le deck hero va faire très mal. Vous allez avoir Li Shang en 4ème position qui a un 6 sur 10. 5 sur 10 le Flotsam Jetsam et 4 sur 10 sur Olaf. Ouais, en gros, c'est principalement, j'ai pas voulu mettre trop en bas au niveau des notes. Et pas de 10 sur 10 parce que pour moi, un 10 sur 10 ça aurait été une carte alter qui n'avait aucun défaut et 50 milliards de points forts. Ça a failli être le Aladdin. Hein. Ça a failli être le Aladdin. Mais bon. Heureusement qu'il y a Findus. Non. Heureusement surtout qu'il y a des points faibles. Sinon, ça aurait été un peu cheaté quand même. Je pense que le Aladdin, tout le monde l'aurait joué. Tout le monde aurait joué acier. Bon, c'est à peu près le cas, non tout le monde joue acier, non? Comme on a pu le voir justement. Pour le deck jaune-gris. Ouais, tout est lié, tout est lié. Et donc voilà pour les Lorca News. 40 minutes de Lorca News. Bon, finalement, on aura duré plus qu'une demi-heure. C'est cool! Contrairement à d'autres fois. Donc on va partir sur le Lorca Quiz. Le Lorca Quiz. Donc la partie des jeux, hein, les parties des questions, justement pour vous amuser, justement pour terminer un peu en beauté, en calme, tout ça. Surtout que moi, pendant que vous réfléchissez à la question, eh bien, je peux boire un coup. C'est des cartes, des quiz sur les cartes, tout ça. C'est principalement pour détendre, tout ça. Il n'y a rien à gagner.
Sauf des fois, puisque la semaine dernière, justement, vous aviez le retour de questions pour un pins, où la question c'était quel est le personnage dont règle de méchanceté la plus tôt après Ursula dans les sets 1, 2 et 3, et même 7, 4. C'est plutôt pas mal. Et la réponse était... Eh bien non, c'était pas le shérif de Nottingham, c'était la reine de cœur. Mais c'est vrai qu'on se rappelle du shérif de Nottingham. C'était donc la reine de cœur, monarque capricieuse de chez Acier, du set 2, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est 7-2. 7 ancrables, 5 de force, 6 de volonté. Méchant, storyboard, reine piétant à 1. Et chaque fois qu'un personnage adverse est banni, vous pouvez redresser ce personnage. Faut que j'arrête de réfléchir à des trucs là, en plein milieu de live, c'est insupportable. Et donc, nous allons avoir bien le tirage au sort. Le tirage au sort pour gagner le pins qui est là. Le pins bleu, donc du 7-1. Voilà. Hop, donc le pins l'Orcana bleu à vous faire gagner. Donc, nous allons avoir... Ah bah oui, mais j'ai... Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était la semaine dernière. Alors attendez, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mise, cette roue? Ah, là. Hop. Voilà. Voilà. Nous avons donc la roue de la fortune. Donc nous avons eu 4 participants et participantes. Donc nous avons eu Orgueil Préjugé, Charlène, Emily Book et Jérémy 74-65. Donc j'ai mis le numéro parce que je savais pas s'il y avait d'autres Jérémy qui allaient participer. Et je me suis dit autant mettre le numéro. C'est un prénom. Charlène en l'occurrence je sais qui c'est, donc au pire des cas si elle gagne c'est pas grave. Mais voilà. Et donc comme c'est le 7-2, ça sera pas le premier tournage de roue, ça sera le deuxième tournage de roue qui donnera la victoire. Ouais, nouvelle, bah oui, parce que je suis tout seul, je vais pas donner des numéros, voilà, mais voilà. Ah, on step up, on step up. Donc, on va lancer la roue. Si, hop, c'est comme ça. Donc, premier lancé. Ah, je suis désolé, mais j'ai dit que c'était le deuxième lancé. Donc, maintenant, qui va avoir gagné donc ce pence? Eh bien, c'est Jérémy 74-65. Je suis désolé pour Emily Book. On se rappellera du nombre de fois qu'elle a essayé le pins Mickey, petit tailleur. Mais en vrai, voilà. Eh bien, c'est cool. Jérémy 74-65, je t'invite à me contacter par Discord ou par mail. Donc, de différentes façons, soit mon mail Elorcana, soit le mail liatrif, comme tu veux, ou par Discord pour pouvoir me donner ton adresse, pour que je te donne le pins par voie postale. Et si tu es proche d'Avignon, et ben je te le donne en physique. GG à toi en tout cas. Bon, ça c'était donc la partie amusante. Voilà, on a fait tourner la roue, c'est rigolo. Maintenant, passons donc à vous, les amis, à jouer un petit peu. Puisque vous allez pouvoir tout simplement jouer, vous amuser. C'est allez, c'est partagé. De quoi c'est partagé I Am Desti? Ah non. Bah après, sauf si Jérémy me dit que finalement il le donne à Emily, mais ça c'est voilà. Mais elle a eu son pins, Emily, elle a eu son pins. Pas s'inquiéter. Allez, première question, c'est une carte pixelisée. Quelle est la carte derrière ce pixel, les amis? Quelle est cette carte? Dans Squall, tu vois, il y a des questions où c'est juste la visibilité et tout ça. Là, si t'as pas l'habitude, voilà comment ça se passe au niveau du quiz. Donc Roxy, Oxy, ainsi que Keisha donnent une réponse commune. Et est-ce que d'autres personnes auraient une réponse différente? Ou est-ce que tout le monde est d'accord avec elles et eux? Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est en effet la Ursula, la plus perfide de toutes, voilà, la version Glimmers, qui va être corrompue pour donner sens à celle-ci. Bon, très bien, trop facile alors. Donc, on va partir sur une citation. Quelle carte a en dessous, tout en bas, la citation « Courez vous cacher n'importe où dans les bois ». Petite citation assez courte, très sympathique, puisqu'il faut se cacher, mais n'importe où, dans les bois surtout.
Roxaoki qui va préciser, voilà, toutes les cartes, il va donner les stats, le numéro de la carte, tout ça. Incroyable, incroyable, incroyable. Bon. Je pense que, malheureusement, on va passer à la question suivante, puisque, en effet, Roxaoki Vixi a trouvé la carte. C'était le chasseur homme de main réticent. Et oui, et oui, il faut être habitué, voilà, c'est un peu de diversité. C'est vrai que là, en ce moment, je fais toujours les mêmes jeux. Voilà. Je vais essayer d'en trouver d'autres, j'en ai d'autres idées. Non mais comme tu veux, Roxaoki, tu peux répondre. Je sais que t'es fort. Après, voilà, c'est comme tu veux. Allez, une carte où cette fois-ci, je l'ai pas pixelisée, mais j'ai zoomé. J'ai zoomé. Quelle est cette carte où j'ai zoomé de fou? Ouf. Ah ah. On voit une petite lueur blanche. Et un fond un peu bizarre. Est-ce que Roxaoki peut trouver cette carte? Ah, c'est plus difficile hein, quand on zoome. Hein. Je peux pas zoomer plus d'ailleurs. Enfin, j'aurais pu, mais ça aurait été par d'autres moyens plus sophistiqués. Là, j'ai zoomé de façon plus simple. Ah ah. Quelle est cette carte? Carte qui sera jouée au 7-4, je pense. Très clairement, une carte jouée au 7-4, enfin à partir de la sortie du 7-4. J'ai pas forcément qu'à du 7-4. Carte qui a pas le version. Du qui va me donner la version, les amis. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que Roxaoki Vixi l'a? Ah ah! Le zoom est conséquent. Non. Roxaoki ne l'a pas. Oh! AMDC dit balai magique, et en effet, c'était un balai magique, c'était le plumeau dansant. Et non, désolé, Gaïcha, c'était le plumeau dansant balai magique. Mais c'est vrai que le background faisait penser à Razul, hein, clairement. Très clairement, ça faisait penser. Après, vous avez justement les lumières violettes qui faisaient penser justement aux cartes violettes. Et. Alors que justement, Razul a que des lueurs très grises, très sombres. Mais GG. Ah, tant pis, Squall, t'inquiète. Allez, petite citation nouvelle. Vous ne savez pas ce que vous risquez en jouant avec ce cristal. Quelle carte a cette citation? Quelle carte a cette citation, les amis? Aïe aïe aïe. Quelle carte peut vous mettre en menace? Sur un cristal. Le cristal. D'ailleurs, le cristal, est-ce que c'est pas elle qui l'aurait volé? Parce qu'on a une urne hein, quand même à son collier. Hein. On a une urne à son collier, on a une... Comment on appelle ça là? Une... Ah non, c'est... Comment on appelle ça déjà? Un gouvernail, va aller chercher. Et en effet, c'était le Milosatch, roi de l'Atlantide. En effet, trop fort. Ah, Roxaoki est trop fort. Mais des fois, il y a des petits moments où justement Roxaoki n'arrive pas. Allez, carte floutée cette fois-ci, les amis. Quelle est cette carte qui est floutée? Quelle est cette carte floutée? Aïe, aïe, aïe. Ah, tout le monde l'a trouvé. Bon, ah, c'était facile, je suis d'accord. C'était le Porcini, Captain Pirate de Winnie. Ah, c'était une petite carte, forcément, qu'on avait déjà vue aujourd'hui, puisque c'était une carte qui était dans le deck qui a gagné à Lille. Et en effet, il est tellement mignon que, forcément, vous l'avez sûrement déjà vu. Ah, cette petite frimousse. Allez, dernier quiz, dernière question. Citation très simple. Quelle carte a la citation « Je ne voudrais pas jeter un froid ». Ah ah! Je ne voudrais pas jeter un froid. Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. IM qui dit Hans. Ce n'est pas Hans. Solfélin qui dit Elsa, ce n'est pas Elsa. Par contre, vous êtes quand même dans la bonne licence. Hein. Vous êtes clairement dans la bonne licence. En même temps, jeter un froid. Voilà. Non, ce n'est pas Hades, Keisha. Ce n'est pas Hades. Mais c'est vrai que Hades pourrait sortir ça. C'est clairement... Ce n'est pas Anna. Ce n'est pas Anna. Ah ah! Là, je peux boire et on peut combler le vide comme ça.
Christophe. Ce n'est pas Christophe à Game Destiny. C'est pas Sven non plus, je vous précise de suite. Oh, Rox et Rocky qui a trouvé en effet la carte, c'était la carte gel. Carte qui a été peu utilisée. Donc, c'était pas le duc de Wesselton. Ah, il a mis testé. On a déjà fait la citation d'ailleurs du duc de Wesselton il y a à peu près un an. J'ai à peu près parce que voilà. Mais carte voilà, qui a été peu utilisée, en vrai, est-ce qu'elle pourra revenir? Parce qu'en vrai, c'est une carte action très forte, hein, pour 2 non manquables, certes, mais vous allez pouvoir épuiser un personnage verse. En vrai, ça peut être pas mal, justement. Des cartes voilà, qu'on retrouve, justement, par le biais du Lorca Quiz, justement, du set 1, du set 2, qui peuvent vous donner des idées de combos qui pourraient manquer, justement, pour vos decks. En vrai, gel dans le deck balai, ça pourrait être pas mal pour pouvoir hein, frapper. Hein, tout à l'heure, j'aurais bien voulu avoir 1 ou 2 gels pour pouvoir frapper l'adversaire. Ou alors la Elsa. Mais bon, comme j'en crois pas beaucoup. Mais voilà. Oui, il y a d'autres regards, comme Pinocchio ou autre chose. Totalement. Je suis totalement d'accord. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez des actions? Est-ce que vous voulez des bodies, etc. Tout simplement. Hop là. Et donc voilà ce qui en est pour la fin du Lorca Quiz et donc la fin de ce live. Fin donc de cette édition là du El Orcada, donc de l'épisode 30, déjà épisode 30. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour l'épisode 31. 48 minutes sans le shérif. T'as vu ça, Rox Rocky? C'est pas mal, hein, sans le shérif, c'est pas mal, hein. Mais oui, bah j'essaie de combler, voilà. Elle manque ma petite mise là. Elle me reposait pendant qu'elle fait sa chronique. Pour en apprendre tous les jours avec elle sur Disney. Parce que ici, bien évidemment, vous apprenez sur leur canal, mais aussi sur Disney. Potentiellement, d'autres types de chroniques arriveront, bien évidemment, grâce à la caméra que j'ai enfin, facilement. Donc, à voir. Parce que ça facilitera beaucoup plus simplement la mise en place des chroniques. Donc, ça annoncera pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu à toutes et à tous. C'était Trif. Et je vais vous donner un mot de la fin. Qui sera... Ah non, non. Qu'est-ce que sera le mot de la fin? En vrai, gouvernail, puisque j'avais du mal à le retrouver. Le mot de ce soir, ça sera gouvernail, les amis. Parce que de toute façon, après tout, pour réussir sa vie, il suffit d'avoir un gouvernail, non? Et d'avoir un cap. Coucou Mika, t'inquiète. Bon repas. En tout cas, voilà, c'était Trif, et les Glimmers, et Ursula. Gouzi Gouzi. Voilà. Ouais, il faut tenir au cap. Exactement. Ah ouais, je suis philosophe à mesure pas du Rox. Et ok. Franchement, voilà, c'est comme ça. Il faut être un peu de philosophie dans leur canal quand même. Hein. On se dit en tout cas à la semaine prochaine en espérant que Miss sera disponible. J'espère. Elle me manque quand même, ça va faire quoi? Un mois et demi? Prince Eric qui tue ça. Merci Squalfelin, merci. C'est Prince Eric qui la tue et c'est pas comme dans le live action où elle fait des bizarres. Enfin, il se passe des choses bizarres. On est d'accord. Merci Squalfelin. Le prince, il n'a servi à rien tout le long du film, plus ou moins, et il sert à quelque chose à la fin du film. Alors que dans le live action, il sert à rien, à rien, à rien. À part à chanter une chanson. Voilà. C'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, c'était Drive, et donc, tout seul. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches, et aussi, bah, passez une bonne Lorca Week. Bye bye!